Beaucoup de personnes vont se lancer dans l'indépendance financière et vont pas y arriver. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en se lançant dans ce chemin-là, généralement, elles vont faire des investissements, elles vont avancer et à la fin, bon, peut-être qu'elles sont pas indépendantes financièrement, mais elles auront beaucoup moins de pression financière. C'est comme devenir vraiment bon au foot. Bon, bah, on peut s'amuser, continuer à jouer au foot et pas être excellent. Il faut pas forcément se mettre trop de pression. Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Victor Laura, importateur du mouvement FIRE en France. Il a créé le site devenirfrugaliste.com et a écrit le livre « La retraite à 40 ans, c'est possible ». De salarié à l'indépendance financière, il nous raconte son parcours. Eh bien, merci beaucoup Victor d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Développement Royal. Donc Victor Laura, tu as lancé le site devenirfrugaliste.com. Tu as pas mal investi dans l'immobilier, tu accompagnes des gens. Il y a un Discord aussi pour les frugalistes et les FIRE. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs qui ne te connaissent pas ? D'accord, déjà, merci Patrick de me recevoir. Du coup, moi, c'est Victor. Là, aujourd'hui, j'ai 33 ans et ça fait une dizaine d'années que je fais pas mal d'investissements. Et là, je suis connu en France comme étant celui qui a importé le mouvement FIRE. Donc FIRE pour Financial Independence and Retire Early. Donc c'est pour l'indépendance financière et la retraite précoce. Et là, effectivement, comme ce que tu as dit, je regroupe la communauté et il y a des échanges, on fait des meet-up et tout se passe principalement sur un Discord qui est accessible sur devenirfrugaliste.com. Et mon livre aussi est sorti il y a maintenant quelques mois qui s'appelle La retraite à 40 ans. C'est possible aux éditions Larousse. Voilà. Sacré programme, effectivement, la retraite à 40 ans. Dans une époque où on nous rabâche les oreilles qu'il va falloir travailler plus. Il y avait le travailler plus pour gagner plus, il y a travailler plus longtemps. Bon, c'est dans l'air du temps. Il y avait un reportage aussi pour les auditeurs qui avait été fait sur la retraite à 40 ans, je crois qu'il était passé sur France 2, qui est encore disponible en replay d'ailleurs. Ça paraît un peu utopique. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, comment tu as commencé, quel était ton cursus un petit peu, comment tu es arrivé à cette... alors en faisant quelques raccourcis, mais comment tu es arrivé à cette idée de la retraite anticipée ? Oui, alors tout a commencé lors de mes premiers jobs. Donc moi, je suis ingénieur de formation et aussi école de commerce. Et je travaillais en banque d'affaires. Donc c'est des entreprises, c'est des banques où on analyse des entreprises pour qu'elles soient soit rachetées, soit vendues, etc. Et on intervient en tant que conseil. Donc c'est un job qui était assez à la mode il y a maintenant 13 ans. Et c'était un job où on gagnait normalement très bien sa vie et on pouvait avancer. Et moi, du coup, j'étais tout en bas de l'échelle. C'est un truc pyramidal. Et quand j'étais tout en bas de l'échelle, je regardais ceux qui étaient en haut et qui effectivement gagnaient bien leur vie. Je me suis dit, mais en fait, je vais jamais y arriver. Je vais jamais réussir à monter cette pyramide. Et du coup, je me suis dit, parce que je faisais souvent, on faisait souvent des semaines de 90 à 120 heures par semaine. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous rentrez chez vous vers 2-3 heures du mat. Et là, dans un taxi, je me suis dit, il y a forcément des gens qui ont trouvé une solution, quelque chose à faire. Et du coup, j'ai regardé des blogs américains et c'est là que je suis tombé sur le mouvement FIRE aux US. Et moi, j'ai commencé à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à dédoubler ma vie, à travailler donc la journée, avoir un CDI et puis plutôt le soir et les week-ends, à commencer à beaucoup investir. Alors ça, c'est ton parcours après l'école de commerce, dans ta vie active, dans tes premiers jobs, etc. Est-ce que tu as le sentiment, moi je m'interroge souvent, les auditeurs se posent la question, est-ce que tu avais une prédisposition, sans spoiler ton bouquin sur les origines ou ta famille, tu l'évoques un tout petit peu, d'ailleurs tu restes assez pudique là-dessus, mais est-ce que tu as eu une inspiration familiale que ce soit devenir ingénieur ou école de co, ou par la suite dans l'esprit un peu entrepreneurial, est-ce que tu dirais que tu as eu une inspiration ou des figures paternelles ou familiales, ou ça t'es vraiment le premier de la lignée ? Alors, tout ce qui est entrepreneur à différents niveaux, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, il y a toujours eu en fait cette dimension entrepreneuriale, mais plutôt sur les marchés ou petites épiceries. Donc, il y avait quand même cette dimension pour faire ça. Donc, moi, du côté de ma mère, c'était les immigrations un petit peu d'avant. Donc, c'est plutôt le côté polonais. Donc là, eux, ce qu'ils faisaient, c'était les marchés.
Donc, ils faisaient des marchés assez tôt, etc. Donc, il y avait quand même cette dimension-là. Et du côté de mon père, c'est une migration plutôt italienne. Et du coup, ils avaient une petite épicerie dans un village en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça, déjà, c'est un peu, je pense, dans nos gènes. Du coup, on a connu ça. En tout cas, mes grands-parents, c'était ça. Et mes parents, pour ce qui est des études, mon père est ingénieur, donc il a fait Saint-Cyr, il est ingénieur militaire, et du coup il était, il y avait déjà cette dimension à faire des études, etc. Sachant qu'à l'époque c'était pas forcément vraiment très connu parce qu'il est né en 1945, donc à l'époque faire un bac plus 5 ou faire des longues études, c'était pas encore très commun. Du côté de ma mère, elle était très études aussi. Et sinon, mon père, effectivement, après ses années d'armée et avoir travaillé au Pôle emploi, il a créé une petite entreprise. Donc, il y avait cette dimension-là, quand même, entrepreneur. Et sur l'aspect plutôt immobilier, à un moment, quand mes grands-parents ont disparu, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une petite maison, leur maison, en fait, dans, encore une fois, un petit village. Là, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire avec cette maison. Et du coup, là, ça a été un de mes premiers chantiers que j'ai vu avec mon père quand j'avais une dizaine d'années. Donc, on allait assez souvent sur le chantier, regarder ce qui se passait. Donc, j'ai quand même vu un peu des choses. Et je pense que j'ai quand même un certain héritage de ce côté-là. Ok, donc on peut, en quelque sorte, il y avait quand même eu, on va dire, une inspiration. Tu avais toujours eu dans le sillage quelque chose qui se faisait, c'est-à-dire il n'y avait pas que l'activité pure salariée. Il y avait quand même un peu cet esprit d'entreprise à un moment ou un autre qui a croisé un peu ta route en étant plus jeune. Euh, tu l'as ressenti, toi, quand tu as décidé de te lancer ou par la suite, après ton premier job, quand tu t'es dit, non, mais moi, je vais pas pouvoir monter l'échelle, comme tu dis, la pyramide te semblait trop haute. Est-ce que tu as eu le sentiment tu as senti qu'à un moment donné, tu avais cette espèce d'inspiration qui allait t'aider, te guider vers une voie alternative, hein, ou t'as fait le rapprochement beaucoup plus tard ou pas du tout? Non, je pense que ça a commencé assez tôt. En fait, les premiers signes, c'était, je faisais beaucoup de projets informatiques avec des amis, donc j'étais vraiment dans l'informatique, c'est un peu ma passion. Donc, même à partir de 10 ans, j'étais vraiment là-dedans. Donc, on faisait des projets, on lançait des sites, on faisait des choses. On n'avait pas bien compris comment monétiser à l'époque, mais au moins, on avançait. C'était en quelle année, ça? C'était en 2000, même pas, avant 2000. C'était avant le bug de l'an 2000. J'étais avant le bug de l'an 2000, ouais. Et de toute façon, vu ce qu'on faisait, le trafic qu'on avait, ça allait pas aller très loin, mais non. Tu mesurais ton trafic? Ouais, ouais. Ouais. C'était des blogs de quoi, là, pour les auditeurs, là, un peu les moments de vie, raconte-nous. Qu'est-ce que vous aviez comme site? On avait des sites de compétition de jeux vidéo, parce qu'à l'époque, c'était les premiers. T'étais l'ancêtre du Twitch, alors? Alors, on se filmait pas, parce qu'à l'époque, tout ce qui était en ligne, non, c'était plutôt échange là-dessus. Et moi, j'avais créé des blogs, enfin, plutôt un outil, tout un outil qui te permettait de calculer ton espérance de vie et combien de secondes il te restait à vivre. Alors ça a été mon premier buzz/bad buzz sur Internet, parce que j'ai des commentaires de gens qui me disaient ouais, mais comment tu peux savoir combien il me reste de secondes à vivre, c'est horrible, etc. Donc ça a été assez marrant. Donc tu vois, j'ai dû traiter des trucs comme ça vers 10 ans, donc c'était pas mal. Et après on a essayé de faire un mini, en fait on avait fait un mini Facebook pour les personnes qui étaient dans notre école lorsqu'on arrivait en terminale. On commençait à faire des choses, des chats, etc. pour notre école. Attends, Facebook sont en quelle année? Parce que Zuckerberg, en fait, t'as piqué ton idée. Non, pas du tout. En fait, ça existait déjà, mais on n'était pas au courant. En fait, on a fait ça en 2003, en 2004. Et du coup, mais c'était déjà à l'époque, là aujourd'hui il y a WordPress, il y a d'autres outils, mais à l'époque il y a d'autres outils que nous on utilisait. On avait créé tout un truc pour échanger des photos et tout, créer des profils. Et après, en fait, quand la plupart de mes amis, parce que j'ai fait une école bilingue, du coup, beaucoup sont partis aux États-Unis. Et du coup, dès qu'ils étaient aux États-Unis, on a été les premiers à recevoir des invitations pour aller sur Facebook en 2006-2007, quoi. Ok. École bilingue, études aux États-Unis, c'est quand même pas forcément, je vais dire, la voie classique, la voie qui paraît la plus accessible comme ça pour certains de nos auditeurs. Tu t'étais dans un environnement, t'étais où à l'époque? T'étais dans quel coin de France? Et est-ce que tu dirais que t'étais quand même dans un environnement où t'étais tiré vers le haut dans tes études, etc., ou t'étais dans un environnement, on va dire, classe intermédiaire? Donc, moi, j'étais clairement dans un environnement où j'étais tiré vers le haut. Originaire, alors Bourgogne-Franche-Comté, Paris. Moi, j'ai fait toute ma scolarité à Paris, dans le 15e. Et après, j'ai eu la chance, parce que mes sœurs étaient excellentes à l'école, ce qui n'était pas forcément mon cas, mais de me faire aspirer dans une école un peu élitiste. Et du coup, donc c'était super. Donc, c'est-à-dire avec des très bons profils, on était très encadrés, etc.
Et donc, c'était d'ailleurs à l'époque une des seules écoles bilingues de France, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, ce qui est très bien, mais à l'époque, il y en avait très peu. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé un peu déclassé socialement. On peut arriver à ce stade-là avec plein de raisons. Mais en gros, les personnes avec qui j'étais au jour le jour avaient des moyens largement supérieurs à ceux de ma famille. Et du coup, là, je me suis senti un petit peu en dessous du niveau social, ce qui était clairement le cas. Mais bon, quand on est ado et qu'on vit ça, c'est pas forcément aussi facile que quand on a un peu de recul et quand on est plus adulte. Ah, je te remets dans le contexte, tu gères tes premiers haters à 10 ans, tu te retrouves, comme tu dis, déclassé socialement après à l'adolescence. Est-ce que ça t'a pas mis aussi une forme de niaque pour la suite, pour le deuxième round en fait, pour la poursuite de tes études supérieures et pour le début de ta vie active? Est-ce que tu t'es pas mis un challenge en dire je vais faire mentir ces gens-là, il y avait pas un peu ce côté-là ou pas, franchement? Ouais, non, il y avait un côté. Je regardais les choses autour de moi et j'étais en train de me dire, zut, moi j'aimerais bien quand même pouvoir avoir autant de facilité que ce soit scolairement, que ce soit financièrement. Et du coup, ouais, je pense que ça m'a donné de l'énergie. Après, à mon avis, c'est à double tranchant. Il y a, faut voir, c'est peut-être 50-50 ou je ne sais pas, mais il y a toute une partie des personnes qui auraient connu ça serait partie. Et une autre partie serait dit, OK, je me mets un peu en dynamique de survie, j'y vais, je me donne. Et moi, j'étais plutôt dans la deuxième partie. Ouais, bah, il y a celui qui reste dans les cordes sur le ring, et puis il y a celui qui va se révéler ou réveiller et qui va du coup peut-être même prendre finalement le dessus. Ok, donc après tu fais ton cursus classique, tu te mets un peu en mode turbo sur tes écoles, etc. Tu sors, tu prends, on va dire, voie classique, conseil, etc. dans une grosse boîte qui est spécialisée là-dedans. Et là, il y a la fameuse anecdote de la nana que tu croises dans le métro. Tu te dis, je veux pas de cette vie-là. Ça va être quoi les étapes clés et un peu la chronologie pour résumer? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu as quitté ton job, ça fait maintenant... C'est quand d'ailleurs que tu as arrêté strictement de bosser pour quelqu'un d'autre et d'être fire, ou en tout cas de bosser pour toi, pour tes projets? Juin 2020. Ok. Et ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris une dizaine d'années. Donc depuis, j'ai réellement commencé à investir en 2011 et ouais, en juin 2020, c'était Donc, fait. ouais, entre 9 et 10 ans. Est-ce que, selon toi, alors, il y a des gens qui ont connu des mouvements, enfin, des sorties des sorties de la rat race, comme on dit, plus rapides. Est-ce que, toi qui maintenant observe une certaine communauté et qui fédère pas mal de gens autour de toi, est-ce que c'est, selon toi, est-ce qu'il y a alors, il y a un rythme qui pourrait paraître anormal, mais extrêmement rapide? Est-ce qu'il y a un rythme qui pourrait, pour le coup, être un peu lent, du genre, le mec, il met pas suffisamment d'énergie dans le truc? Est-ce que, finalement, 10 ans, c'est le bon compromis, c'est un peu la norme de ce qui est observé, que ce soit chez nous d'ailleurs ou dans des pays anglo-saxons? Alors, ça dépend, en fait, ça dépend de pas mal de facteurs. Je pense que le premier facteur, c'est l'objectif que vous fixez. Donc, plus vous fixez un objectif important, plus c'est techniquement difficile de l'atteindre. Donc, l'objectif, par exemple, pour être FIRE, donc indépendant financièrement, si vous avez un objectif de 1 000 euros par mois, ça va être plus simple qu'un objectif de 5 000 euros par mois, plus simple qu'un objectif de 10 000 euros par mois. Ça paraît assez logique. Et ça dépend aussi des moyens de départ. C'est-à-dire que si Ouais. tu as du mal à mettre 100 euros de côté parce que tu pars d'une situation financière plus complexe, plus difficile, avec un travail enfin, statut intermédiaire plutôt que cadre sup, ça peut aussi enfin, des enfants, pas d'enfants, il y a pas mal de paramètres qui font que ça va rendre les choses aussi plus complexes, quoi. C'est ça. Après, il y a la deuxième, c'est d'où tu pars. Donc, d'où tu pars financièrement. Donc, déjà, combien tu as d'argent tous les mois concrètement. D'où tu pars, ta vie, à quoi elle ressemble. Donc, si tu as déjà des enfants, donc les enfants, généralement, ça tire largement vers le bas d'un point de vue financier quand on commence. Et après, d'où tu pars d'un point de vue énergie et compétences. Donc, il y a des personnes, certains des auditeurs, par exemple, vont pouvoir racheter une entreprise, en créer une, faire facilement de l'investissement immobilier ou pas, ou économiser plus facilement que d'autres personnes. Donc, en fonction de tout ça, tu mets tout ça dans un bol, tu secoues pas mal, et après, il faut juste trouver ton bon équilibre pour atteindre ton indépendance financière. Alors, il faut savoir que dans certains cas, c'est aussi pas possible. Beaucoup de personnes vont se lancer dans l'indépendance financière et vont pas y arriver. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en se lançant dans ce chemin-là, généralement, elles vont faire des investissements, elles vont avancer et à la fin, peut-être qu'elles ne seront pas indépendantes financièrement, mais elles auront beaucoup moins de pression financière. C'est comme devenir vraiment bon au foot. Bon, on peut s'amuser, continuer à jouer au foot et pas être excellent. Il ne faut pas forcément se mettre trop de pression. Oui, c'est-à-dire que globalement, sur ce chemin-là, c'est aussi une question plus largement d'éducation financière. Ça va être aussi des gens qui vont, comme on dit, mettre du beurre dans les épinards, pouvoir éventuellement avoir un train de vie un peu plus sympa ou se permettre un peu plus de choses au quotidien en ayant effectivement
c'est l'histoire des trois petits cochons. C'est-à-dire, les petits cochons vont peut-être continuer de devoir bosser ou de faire des choses, mais celui qui a bâti sa maison en briques est plus à l'abri que celui qui avait fait en paille et en bois, finalement. Et c'est ce que propose la liberté financière, ou en tout cas cette éducation financière, c'est d'avoir une brique d'éducation qui nous manque à beaucoup d'entre nous, puisqu'on, comme on dit, on l'apprend pas à l'école, hein, Robert Kiyosaki le disait, etc. Donc c'est assez intéressant, effectivement, comme tu dis, c'est pas tant l'objectif. Des fois, l'objectif, c'est le départ, c'est ce qui donne l'énergie, qui initie le mouvement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est le chemin aussi parcouru. D'ailleurs, sur ce chemin-là, toi, tu as trébuché souvent, un peu, beaucoup, pas du tout. Comment ça s'est passé? Beaucoup. J'ai tenté beaucoup de choses. T'as investi à Paris, je crois. T'as acheté de l'immobilier parisien. Oui. Bah, j'ai commencé. Du coup, j'avais juste compris en lisant en diagonale que fallait investir. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Mon premier appartement était à Paris. Alors, c'était pas les prix d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait ça comme investissement. Mais à l'époque, je me suis très vite retrouvé dans une situation comme la plupart de ceux qui commencent, avec un taux d'endettement, qui a explosé assez rapidement. Donc après, il a fallu que je trouve des solutions et j'ai continué. Après, j'ai essayé, il y a plein de voies en fait pour atteindre l'indépendance financière. On peut créer une boîte, la revendre, donc ça j'ai essayé. On peut racheter des business. Bon, j'ai à peu près tout fait. Je me suis planté, je pense, à peu près dans tous les secteurs. Mais globalement, à force de continuer d'avancer, ça a plutôt très bien marché. J'avais un gars qui avait dit blessure d'argent n'est pas mortelle. Oui. J'avais entendu ça. Donc en fait, alors plus ou moins, ça dépend à qui tu dois. Si tu dois aux mauvaises personnes, potentiellement ça peut être mortel. Mais blague à part, ouais, en fait, on en laisse quoi. T'en as laissé sur la table. Les auditeurs, des fois, moi j'en croise dans des réunions, enfin un peu moins en ce moment évidemment, mais qui te disent ah ouais, mais si jamais, moi je dis souvent est-ce que c'est pas pire de n'avoir rien fait pendant 20 ans quoi finalement des fois, tu vois. La peur n'évite pas le danger aussi, on dit. La peur n'évite pas le Ah, mais exactement. En fait, ça dépend quels sont tes objectifs. Si c'est un sujet qui est important pour toi, parce que pour beaucoup de personnes, en fait, l'argent n'est pas forcément important. Moi, je te dirais autant y aller. Et ce qui est assez marrant, c'est, tu vois, là, grosso modo, il y a des gens. Quand tu t'investis de l'argent, tu vas forcément perdre de l'argent. Enfin, il y a un moment, faut être lucide. La perte, et c'est un peu comme quand tu es commercial. En fait, ton job d'investisseur et ton job de commercial, c'est d'apprendre à perdre. Voilà, c'est tout. Tu as un seul truc à faire, c'est apprendre à perdre. Donc, tu vas acheter peut-être ton premier bien immobilier. Oui, peut-être qu'à un moment, tu auras des locataires qui ne vont pas te payer 2 mois. Bon, c'est pas grave, tu avances. Peut-être que ton business, tu lances un side business, bon, ça va marcher. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, tu auras une crise ou Google te référencera plus si c'est un site internet. Et ça n'a plus marché. Et en fait, c'est pas grave. Si on commence dès aujourd'hui, en fait, il y a un truc qu'il faut pas faire, c'est dès aujourd'hui à se projeter et à imaginer le pire. Alors là, dans sa vie, autant arrêter tout de suite, hein, parce que ta vie, même si tu fais rien, franchement, elle va être compliquée, quoi. Il va y avoir des galères. Il va y avoir des Il y a galères. des galères, ouais. Moi, je dis aux gens, les gens me disent, tu sais, donc chez une conciergerie Airbnb, les gens me disent, ah oui, mais moi, je voudrais une location sans problème. Je dis, je vous arrête tout de suite. Hein. Je dis, ça n'existe pas. Je dis, le problème, c'est pas de savoir s'il va y avoir une galère. Elle va arriver tôt ou tard. La question, c'est comment on la gère. Comment on la gère, comment on fait en sorte que ça se passe bien et qu'on passe cette épreuve, quoi. Non, mais je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais c'est important de le redire parce qu'il y en a certains, c'est un peu le bâton de pèlerin, le podcast, c'est reprendre les mantras et de dire, j'en vois, c'est bon, chacun avance à son rythme. D'ailleurs, c'est important, je pense qu'il n'y a pas de, enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme, tu vois. Moi j'ai beaucoup culpabilisé à titre perso, là, je le dis de temps en temps sur le podcast, mais sur le fait, tu vois, tu vas dans des réunions, tu croises des mecs, les mecs avancent hyper vite, ils sont une grosse célérité, et toi tu te dis, putain, mais j'ai fait un bien cette année, tu vois, bon, ce qui est déjà très bien, mais en fait tu te dévalues vachement parce que tu croises un mec qui en a fait 15 dans le même temps et tu te dis c'est incroyable, mais ça faut aussi arriver à se connaître et ça prend du temps. Pour revenir sur ton parcours, du coup, donc, le premier investissement, tu dis 2011, c'est la fameuse histoire du quai de métro, c'est à peu près dans le même temps, dans le même laps de temps, c'est 2011 oui, c'est ça. 2010-2011. Ok. 2011. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 22 ans. 22 ans, ok. 22 ans, ouais. Et ensuite, le rythme sur cette dizaine d'années, ça va être quoi à peu près le rythme qui est du coup, tu as eu un bon rythme entre les acquisitions, l'achat de business, à peu près sur cette dizaine d'années, ça a été quoi à peu près la chronologie? Chaque année, l'achat au moins d'un bien, peu importe à quoi il ressemble. Donc ça peut être un appartement, ça peut être un immeuble, voilà. Et en plus de ça, certaines années, l'achat de business. D'accord. Est-ce que on dit souvent que l'immobilier, en France,
c'est finalement, il n'y a pas énormément d'avantages fiscaux et il n'y a pas une rentabilité de fou, versus par contre, on a l'effet de levier. Là-dessus, il y a plutôt un consensus. Est-ce que tu es d'accord là-dessus, toi? Et qu'est-ce que tu observes d'ailleurs comme rendement moyen? Qu'est-ce que tu considères comme bon, pas bon, etc.? Alors, d'un point de vue, parce que je pense qu'il y a plusieurs questions. D'un point de vue fiscal, l'immobilier, bon, bah, ça dépend comment on s'y prend. Quoi qu'il arrive, effectivement, il y aura des impôts à payer. Après, il y a différents, je sais pas, il va y avoir au moins 9 régimes fiscaux différents. Et en fonction de certains biens, en fait, il faut retenir un seul truc avec la fiscalité, c'est quoi qu'il arrive, il y en aura. Quoi qu'il arrive, il faudra la payer. Le nerf de la guerre, c'est on peut se structurer après pour soit la payer maintenant, donc dès le début, la fiscalité, soit la payer après. Et du coup, en fonction de là où vous en êtes, si vous avez du patrimoine, si vous commencez, si vous n'en avez pas, il y a beaucoup de personnes qui mettent une fiscalité très, très faible au début, quitte à ne pas payer peu de fiscalité au début et après payer une fiscalité plus importante. Ça peut être intéressant pour la majorité d'entre nous parce que ce qu'on veut faire généralement, c'est qu'aujourd'hui, quand on commence, on a un salaire. Donc déjà, ça veut dire qu'on paye des impôts parce qu'on a un salaire. Et quand on commence à investir, si on commence dès le début à payer beaucoup d'impôts, ça va être compliqué. Parce qu'on ne va pas pouvoir, et en fait, on va avoir des investissements qui, finalement, au lieu de gagner, je sais pas, vous gagnez aujourd'hui 2 000 euros par mois, vous faites un investissement qui est super rentable, et au lieu d'avoir de l'argent en plus tous les mois, si vous faites la mauvaise fiscalité, vous allez vous retrouver à peut-être devoir payer 100 euros d'impôts supplémentaires. Donc ça existe. Il y a plein de régimes fiscaux qui existent comme ça. Après, de façon générale, si on se structure bien, en France, on peut faire des très belles opportunités. C'est pas dû à la fiscalité qui est importante, c'est plutôt dû à ce que tu disais, l'effet de levier, c'est-à-dire qu'en France, on peut emprunter très facilement. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand on commence à s'intéresser à d'autres pays, type États-Unis ou autres, pour emprunter, c'est très compliqué, et c'est très cher, très très cher. Et en France, en fait, avoir des taux comme ce qu'on a aujourd'hui, ça bat tous les records. Et quasiment tout le monde peut emprunter en France. Même si vous êtes intérimaire, vous pouvez emprunter. Donc là, vous ne pouvez pas emprunter forcément énormément, mais vous avez de quoi faire des opérations. Donc en fait, l'immobilier en France, ça reste quand même un bon truc. Justement, pour faire une aparté au moment où on enregistre cet épisode, aux sorties de la crise, en espérant qu'on soit sorti, comme dirait l'autre, on parle d'une inflation qui augmente aux États-Unis, un risque. Alors, on agite l'épouvantail de la remontée des taux en France depuis longtemps, mais il semblerait que quand même il y ait un corrélaire avec ce qui se passe sur l'inflation, etc. Est-ce que c'est devenu plus dur, toi qui connais ou qui suis des gens en ce moment? Est-ce que ça se resserre? Il y avait aussi, on sait que les conditions d'octroi, etc., devaient être un petit peu durcies. Est-ce que ça va changer? Est-ce que tu as l'impression que ça change déjà ou que ça va changer? En tout cas, ce qui est fait aujourd'hui, c'est on s'assure de plus en plus que les personnes sont solvables. Donc, il y a certaines règles qui disparaissent ou voire qui vont quasiment plus exister. C'est de prêter de l'argent avec un schéma différentiel. Donc, ce qu'il y avait avant, là aujourd'hui, c'est toujours possible, mais c'est assez rare. Donc, différentiel, c'est en fait quand vous faites un investissement, par exemple immobilier, on va regarder plutôt l'endettement de votre investissement plutôt que de regarder votre endettement à vous avec l'investissement. Ça, c'était génial pour ceux qui investissaient. Pourquoi? Parce que ça permettait d'exploser indirectement son taux d'endettement. Là, aujourd'hui, il y a quelques souplesses qui ont été données sur l'endettement. Donc, on est passé de 33% à 35% de ces revenus. Après, est-ce que ça se durcit? Pour ceux qui ont des difficultés ou ceux qui sont fortement endettés, oui. Donc, ceux qui ont des difficultés, c'est ceux qui ont des revenus plutôt bas et potentiellement avec intermittence. Donc là, ça se complexifie. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes intérimaire, si vous avez des CDD ou des choses comme ça devient de plus en plus dur. Et pour ceux qui ont beaucoup d'endettement, donc par exemple, si aujourd'hui vous êtes investisseur immobilier et que vous avez beaucoup d'endettement, là, ils vont commencer à être un petit peu plus sélectifs. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Sur l'inflation, effectivement, ça paraît assez logique que l'inflation, du coup, que les prix augmentent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'argent. Enfin, je ne sais pas s'il n'y a jamais eu autant d'argent, mais en tout cas, il y a énormément d'argent en circulation. Ce qui fait que, et puis bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi Covid, donc il y a eu beaucoup d'épargne. Donc en tout cas, sur l'immobilier, il y a une forte augmentation des prix. Et sur les prix de manière générale, oui. Après, il y a tout ce qui est aussi dérèglement climatique. Et là, visiblement, sur tout ce qui est matières premières, lié Covid plus dérèglement climatique. Donc, on a eu quand même des usines qui ont été fermées à un moment sur certains matériaux, qu'on a besoin dans les téléphones, qu'on a besoin dans les ordinateurs, c'était fermé, du coup, il en manque. Le placo, j'ai appris que des artisans louaient des box pour stocker du placo parce qu'il y a une rupture sur le placo. Ouais. Moi, j'ai le couvreur qui m'a dit j'attends le prix des tôles de métal. Il me dit les prix explosent. Je dis j'aurais dû acheter du métal. Exactement. Et je pense que c'est pas fini. Enfin, faut voir quelle va être la répercussion un peu Covid. Mais t'as ça, t'as Ikea qui pouvait plus fournir. T'as avant les devis, quand tu demandais justement tout ce qui était un peu métal, on te faisait un devis, c'était valable un mois.
Là, aujourd'hui, maintenant, les devis, c'est valable 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'évolution du prix des matières premières. Donc, ça veut dire que ton prix après travail de ce que parce que généralement, tu fais quelque chose avec ton métal, tu vois. Et ben, ça veut dire que c'est tellement impacté que oui, maintenant, on réduit ça. Donc, il y a quand même pas mal d'instabilité là-dessus. Bon, malheureusement, les personnes qui vont plus souffrir, un peu comme d'habitude, c'est les personnes qui ont des revenus les plus faibles. Est-ce que dans la construction de tes business aujourd'hui, justement, je sais qu'il y en a, c'est le cas, il y a une part dévolue à l'éthique, à l'equity, etc. Est-ce que tu réfléchis justement à ça? Est-ce que ça a une part dans ton travail, que ce soit éducatif au sein de la communauté, etc. Est-ce que tu vois, l'autre jour, je voyais un reportage sur les millionnaires du Bitcoin sur BFM où on voit un millionnaire du Bitcoin, tu vois, qui participe à la création d'écoles et qui dit que l'économie numérique et la crypto-monnaie en général permettraient ou permettront à terme d'apporter la possibilité d'utiliser, d'avoir une espèce de compte, un wallet en fait, à des populations qui aujourd'hui sont privées du système bancaire traditionnel. Est-ce que justement, toi, dans ta réflexion long terme, ça rentre dans le process? Ouais, tout à fait. J'ai déjà, d'ailleurs, je suis déjà intervenu dans des startups sur le sujet. Que ce soit lutte contre le gaspillage alimentaire, dérèglement climatique et tous ces sujets-là. Moi, je soutiens vraiment tout ça et si je peux participer, j'y vais. Après, avec le mouvement Fire, il y a toute une partie, c'était vraiment pour redonner à la communauté. Donc, c'était vraiment de donner des choses vraiment gratuitement pour que les personnes, en fonction de là où elles en sont, au moins elles aient des informations plutôt bonnes, elles puissent prendre des bonnes décisions. Donc, il y a cette dimension-là. Et après, moi, je pense que j'ai pas terminé sur cet aspect plus social. Et d'ailleurs, si je fais des gros projets demain, ils seront dans ce domaine-là. Au niveau ça t'a pris 10 ans. Est-ce que pour finalement remplacer, toi, alors on rappelle pour les auditeurs, ils le découvriront, mais il y a globalement 3 profils de FIRE, de retraités, de retraite anticipée. Il y a le lean qui est on va dire, autour de 1 500 euros. Tu vis dans les pays d'Asie du Sud-Est en short et claquettes. Tu as le FIRE classique, on va dire, tourne autour de 3 000 euros dans les pays occidentaux. Et puis, tu as le Fat Fire, le mec qui veut un gros niveau de vie et qui va se situer plutôt dans une tranche haute qui est autour de 8 000 euros par mois. Toi, tu avais annoncé, je crois, un objectif plutôt fat. Tu espérais atteindre l'objectif fat. C'est pour ça aussi que ça a mis un certain temps. Et est-ce que pendant toutes ces années, tu as diminué ta charge de travail? Parce que tu nous disais que tu étais à un gros volume heure de travail. Tu as réussi à t'alléger petit à petit au niveau boulot. C'est-à-dire par tranche à chaque fois, c'était un escalier montant dans tes investissements, un escalier descendant dans ton temps de travail, ou tu as maintenu ton temps de travail haut pendant que tu continuais les investissements? Alors déjà sur les terminologies, c'est ça. Faut revoir en fonction de là où on se situe pour les montants. Donc après, il y a cette vision. Par exemple, Lean, de temps en temps, on peut carrément descendre jusqu'à 500 euros par mois si on a un peu Tendax. Donc ça fait. Si on vit en roupie dans un pays. Même en France, hein. En France, tu peux bien le faire. Ouais, en étant aussi frugaliste, Ouais. hein, et hyper frugaliste. Clairement. Non, non, Je crois, d'ailleurs, tu l'es, toi. T'as combien déjà? Combien t'as d'objets? Tu disais, je sais plus. Combien t'as dit de gifts? Vêtements, c'était 47. Vêtements. 47 vêtements, ouais. Tu comptes les chaussettes, tu comptes une paire ou Je tu compte comptes une paire. chaussettes? Ouais, non, mais Une paire. c'est encore un truc que j'ai pas bien compris. J'avais lu un truc aux États-Unis sur les 33 items et en fait, ils comptaient pas les chaussettes et les sous-vêtements. Bien sûr, moi, tu vois, je l'ai fait un peu de travers, donc j'avais tout compté. Donc bon, bah, j'ai pas grand-chose. En tout cas, en ce qui, du coup, le lean, on peut descendre un peu plus bas. Après, ça dépend, mais en gros, il y a les 3 terminologies. C'est exactement ce que tu as dit. Moi, mon objectif, c'était en fait, ce qui va déterminer là où vous allez finir, donc Lean ou Fire tout court ou Fat Fire, ça va être quel style de vie vous voulez avoir et surtout où vous voulez habiter. Donc moi, je suis grandement parisien, je voulais rester à Paris en couple. Et du coup, dès que vous voulez rester à Paris, qui est une des villes les plus chères du monde, ça va être dans le top 5, directement, si vous faites des calculs, vous êtes directement Fat Fire. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, rien qu'un appartement à Paris, si vous voulez louer pour une famille, ça va vous coûter 3 000 euros par mois, entre 2 et 3 000 euros par mois. Donc, dès que vous êtes à ces montants-là, en fait, vous êtes catapulté dans du Fat Fire. Du coup, pour cet objectif, effectivement, c'est cet objectif important qui m'a pris du temps. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps. Et pour répondre à ta question, en fait, pendant toutes ces années, j'ai plutôt gardé des jobs qui demandaient beaucoup, beaucoup de boulot. Pourquoi? Parce que je cherchais des jobs qui étaient qui étaient assez bien payés, même très bien payés. Du coup, je travaillais beaucoup
pour augmenter combien je gagnais tous les mois, pour épargner plus, investir plus en bourse et en même temps avoir une capacité d'endettement supérieure. Donc, j'ai gardé ce rythme très intense. J'ai juste, mon précédent job, j'ai freiné, mais j'ai divisé ma rémunération par deux. J'ai freiné. Et là, je suis resté et à la fin, j'ai fini par partir de ce job-là, qui était très bien. Je dis pas non d'ailleurs sur reprendre un job un jour, mais pour le moment, je pense pas. Enfin, il y a un moment, il faut savoir aussi ce que vous voulez faire, quels sont vos projets et là où vous allez vous épanouir. Donc, en tout cas, moi, j'ai continué à être, durant ces années-là, à avoir un rythme de travail vraiment conséquent. Est-ce que le fait, est-ce que tu as annoncé tes objectifs quand tu étais en train d'investir un bien par an pendant 10 ans? Il y a aussi cette espèce de, comment dire, de vision raisonnable, on va dire, de la vitesse d'investissement, je pense, vis-à-vis de tes partenaires financiers. Est-ce qu'au bout d'un moment, peut-être au 5e ou au 6e, quand ça commençait à prendre une certaine ampleur, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une discussion pourquoi vous en faites autant? Quel va être l'objectif? Est-ce qu'ils ont eu peur aussi, toi, tes partenaires, de l'ensemble de l'encours que cela représentait sur le dos d'un seul homme ou ce genre de choses, même si tu gagnais bien ta vie? Oui, en fait, j'ai eu le problème dès le début, hein. Dès le début, j'avais annoncé à ma banque classique, le CIC, ce que j'allais faire. Et en fait, comment dire, Carte sur table. bah, Je vais vous quitter. bon, ils m'ont regardé, ils se sont marrés, quoi. Ils se sont marrés, ils m'ont dit, Ouais. bon, ok, machin. D'ailleurs, ils m'ont suivi que sur une opération, hein. J'ai très vite compris, même si ça a changé de directeur d'agence, j'ai très vite compris que ça allait pas aller plus loin avec eux. En plus, ils étaient bon. Ce qu'il faut se dire, c'est quand vous faites des investissements à Paris, maintenant, les gens sont habitués à avoir des biens à 500 000 euros, 1 million d'euros. Donc, c'est conséquent, etc. Si vous arrivez avec des biens qui sont largement inférieurs, ils se demandent un peu ce que vous faites. C'est l'inverse quand vous êtes, par exemple, moi, en Bourgogne-Franche-Comté, eux, ils sont habitués à avoir des biens à 250 000 euros et moi, j'arrive avec des biens potentiellement beaucoup plus chers. Donc là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Donc, il faut voir qui sont vos interlocuteurs. À chaque fois, à chaque fois, t'as surpris les banquiers, Ouais, quoi. assez souvent. Alors maintenant, j'en ai une banque, ils sont plus du tout surpris, ils me suivent vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est la banque où j'ai pas commencé, j'ai commencé avec eux, d'ailleurs. Du coup, donc c'est la banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté. Et ils continuent à me suivre même sur des grosses opérations. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont vu avancer, ils m'ont vu rembourser. Mais à chaque période de ma vie, j'ai toujours eu des problématiques d'obtention de financement, d'endettement, etc. et des négociations. En fait, il y a un moment, quand vous commencez, donc ça, déjà, vous avez votre première étape qui est de pouvoir emprunter la somme maximum que vous pouvez emprunter. Donc, si vous voulez ça comme somme, donc je ne sais pas, vous gagnez 2 400 euros par mois, vous pouvez emprunter 200 000 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, hein, avec les chiffres d'aujourd'hui, donc déjà réussir à emprunter 200 000 euros, potentiellement pas pour votre résidence principale. Vous avez cette première étape-là où il faut convaincre la banque ou les banques. Et une fois que vous avez passé ça, vous arrivez à 500 000 euros. Une fois que vous dépassez les 500 000 euros en fonction de combien vous gagnez, là, ça commence à devenir assez conséquent. Après, quand vous dépassez le million, c'est encore plus compliqué. Quand vous dépassez les millions avec des S, c'est encore plus avec un S, c'est encore plus compliqué, quoi. Il y a un moment où ça devient simple. Je pense que oui, ça devient simple à partir du moment où vous avez un capital, en gros, vous avez 1 million de capital, vous n'avez plus d'endettement. Là, emprunter, c'est simple. Même si Quoique, t'as pas un job en face, tu penses même que... si tu n'as pas un job en face, ouais. Enfin, c'est pas simple, mais non, encore une fois, c'est pas simple, mais tu as d'autres solutions. Parce que même si tu n'as pas de job, même si tu n'as pas de cash flow, en fait, tu peux mettre, par exemple, 500 000 euros sur un compte bancaire. Et là, En nantissement? voilà, et la banque va te prêter 500 000 euros. Et ces 500 000 euros sur un compte bancaire, en fait, tu peux même les placer sur les marchés financiers. Ok. Donc, ils sont nantis, mais placés sur des marchés, et Par la généralement banque par d'ailleurs? l'intermédiaire de la banque. Ouais, par l'intermédiaire de la banque. Ok. Justement, sur les valeurs mobilières, sur la bourse, etc. Toi, tu es plutôt, comment dire, une stratégie minimaliste de ce côté-là. Tu es plutôt aristocrate dividende, ETF. Tu es plutôt à répliquer les indices justement avec des ETF, etc. Comme la Lazy Economy, ou tu as une gestion plus active. Quel est un peu, de ce point de vue-là, tu te positionnes comment? Moi, je suis vraiment lazy sur tout ce qui est bourse. Il fut un temps où j'étais assistant trader aussi. J'ai testé ce truc-là. C'était très Le touche à intéressant. tout. T'as fait garçon de Ouais, café touche. aussi ou pas? Non, bah si, parce que quand j'ai ouvert mon coworking, je t'assure que j'étais même plus que garçon de café. Je nettoyais le truc à 4 heures du mat, j'étais à 4h30, j'étais très bien. Et après, je servais le café, tu vois. Ouais. Mais intéressant, dur. Bref, moi, je suis plutôt lazy sur tout ce qui est investissement en bourse. Donc, 2 ETF un peu phares sur la croissance mondiale, éligibles pour assurance vie et PEA. Et sinon, j'en ai plusieurs en différents secteurs.
mais je reste ETF. Les actions que j'ai d'entreprise, c'est plutôt là où je suis plus agressif, c'est start-up et petite entreprise. D'accord. Donc, tu fais les IPO, tu prends des participations quand il y a des introductions ou tu laisses ça aux autres non, tu rentres peut-être dans des entreprises dès les premiers tours de table, quoi, si tu apprends qu'il y a par exemple des gens qui cherchent des financements ou des choses comme ça. Ouais, alors généralement, j'arrive, donc IPO, je peux en faire, mais c'est assez rare. Donc par exemple, Française des Jeux. Là, je me suis loupé parce que je suis arrivé trop tard, j'avais trop de sujets. Oui, parce qu'il y a un moment, en fait, dès que vous arrivez sur des sujets que, bon, bah, votre temps, il est un peu, même si vous voyez vous pensez que c'est une bonne opportunité, il s'est avéré que c'était une bonne opportunité jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de remplir les dossiers. Du coup, bon, bah, l'IPO est passé. Sinon, moi, j'interviens plutôt, et alors là, c'est vraiment un risque sur des startups vraiment à stade qui débutent. Alors après, moi, j'ai des unfair advantages, donc des avantages un peu injustes de ce côté-là. Parce que je suis pas mal soit dans l'écosystème à Paris, soit j'étais dans l'écosystème un peu international, parce que je bossais dedans. Du coup, j'avais accès T'es au à. courant de trucs qu'on peut pas être au courant. Ouais, et puis où on vous laisse pas rentrer en fait. Il y a des trucs on vous laisse pas rentrer. Pourquoi? Parce que les gens Parce n'ont qu'on veut pas savoir force. qui est dans le tour de table, dans les premiers tours de table, on veut savoir qui sont les gens. Ouais, et puis vous n'avez pas assez de moyens. Oui. Moi, ils m'ont laissé rentrer avec des montants très petits, alors qu'ils cherchaient minimum 200-300 000 $ par personne. Du coup, bon, là, il faut vraiment. Faut montrer Puis pas de après, vous blanche, savez quoi. jamais si ça marche. Hein. Et d'ailleurs, t'as eu des gagnants? Ouais, j'ai eu des perdants, j'ai eu des gagnants. Et est-ce que les gagnants ont couvert les perdants? Ah, largement. Enfin, Oui, parce largement. qu'on parle Je de suis quoi? pas. On parle de x50 dans ces cas-là, à peu près la mise de base? Alors là, je suis plus à fois 10 000. Hein. Ah oui. Encore faut-il que je sorte. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc pour le moment, c'est très temporaire. Hein. Bon, on devra refaire un épisode quand tu seras sorti, pour dire comment ça se passe la sortie. Exactement. Ok, je continue, j'avance parce qu'on a fait pas mal comment dire de diversion. Là, on est sorti un peu du cadre sur certains sujets, mais c'est intéressant quand même. Au niveau de la façon dont tu as pu mener tout ça de front en termes d'organisation en parallèle de ton job, je crois pas te dire de bêtises, t'as toujours pas d'enfant pour l'instant, Victor? Toujours pas. Toujours pas. Est-ce que tu as eu des méthodes particulières? T'as pas investi qu'à Paris. Comment tu as géré ton organisation, ton emploi du temps personnel et tes investissements à côté? Est-ce que ça a été compliqué? Comment tu as réussi ce tour de force? Alors progressivement, en fait, j'ai adapté mon niveau de travail. Donc, alors là où ça marchait le mieux, c'était vraiment une organisation militaire. Donc, je me levais vraiment très tôt. Donc, à 4h30, j'étais levé. Je partais donc à mon travail, j'arrivais avant tout le monde. Il faut aussi dire que j'avais un job dans la direction. Donc, j'étais directeur. Donc, en plus, j'avais pas mal de responsabilités dans mon travail. Donc, c'était aussi le seul moment à mon taf où j'étais un peu où je pouvais déjà traiter mes sujets et les traiter en profondeur. Mais en gros, je commençais très tôt. Après, j'enchaînais toute ma journée. Je finissais maximum à 18h45, 19h, maximum 19h. Ça pouvait m'arriver de finir plus tard, mais c'était assez rare. Et après, je rentrais chez moi. Et en gros, comment je structurais quand j'étais en phase de recherche d'investissement, donc si on parle plutôt de l'immobilier, en fait, ce qui prend le plus de temps, par ordre, c'est l'achat ou la création de business. Après, c'est l'immobilier. Et après, c'est l'investissement en bourse lazy. Donc, si par exemple j'étais en phase d'acquisition immobilière, en fait, tous les jours, pendant que dans le métro, en gros, dans les 45 minutes de métro, dans les 30 minutes de métro, là, je regardais toutes les annonces sur une géographie ou sur une ville en particulier en fonction de comment je fonctionnais. Et là, je listais, je regardais ce que je voulais acheter. Et puis là, tout de suite, j'appelais le lendemain matin, assez tôt ou pendant la pause de midi. Après, pour faire tout ce qui était visite, donc là, c'était pas mal contraignant. J'étais obligé de les faire le week-end, donc j'ai perdu beaucoup d'opportunités à cause de ça. Parce que dans des marchés, même si le marché n'est pas très dynamique, en fait, les vraies opportunités, il y a directement pas mal d'acteurs qui sont sur le coup. Par exemple, des marchands de biens, parce que quand vous achetez une belle opportunité, elle va être entre 20 et 30% en dessous du prix du marché. Et là, dès qu'il y en a une qui arrive comme ça, vous pouvez être sûr qu'il y a forcément quelqu'un qui va l'acheter très, très vite. Donc, soit vous êtes le premier sur le coup, soit le deuxième, le premier, il a un peu de mal ou je sais pas quoi, donc vous pouvez le positionner. Du coup, après, ce que je faisais, c'est que le week-end, le premier train qui m'emmenait à la ville de destination, je le prenais, donc souvent 5h30, 6h30. Mais en fait, ça ne me posait pas trop de problème parce que tous les matins, je me levais tôt. Et je me couchais tôt tous les soirs. Donc finalement, j'étais un peu équipé. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux plutôt que de décaler vers le soir. Et du coup, j'arrivais à 9h ou 10h dans la ville. Et là, j'enchaînais
Souvent, quand je vais dans une ville, je visite au minimum 4 biens. Et je prévois toujours des plages parce qu'il y a des opportunités qui arrivent ou qui viennent d'arriver, qui sont off-market du coup, parce qu'elles ne sont pas encore listées. Et du coup, là, je les visitais. Et généralement, la journée même, je fais une offre. Alors au début, non. Mais sinon, dès qu'on commence à acheter plusieurs biens, on se rend compte que on est à peu près sûr de son coût, sauf s'il y a des gros pépins. Si on n'est pas sûr de son coût, moi, j'y vais avec des personnes qui travaillent avec moi, donc des artisans ou des experts. Et du coup, quand je visite directement, j'ai l'avis de l'expert, donc pour des problématiques de structure ou autres, que je ne maîtrise pas encore, parce qu'il y a plein de choses dans l'immobilier. Je pense que maîtriser à 100% l'immobilier, c'est très compliqué. Et là, directement, je faisais l'offre, généralement dans le train, au retour, quoi. Au niveau ça c'est l'organisation calendrier militaire. Au niveau de l'organisation papier, stylo, photo, etc. T'étais comment dire, dans un environnement startup. J'imagine que très vite tu t'es digitalisé. C'est-à-dire, t'es un adepte d'Evernote, tu notais tout en bloc-notes. Comment tu fonctionnais? Tu dis que tu t'envoyais les mails déjà dans le train. T'étais quoi? T'étais iPad et stylet. Comment tu fonctionnes en fait au niveau de ton environnement de travail? Alors, mon environnement de travail, j'ai un ordinateur portable. Moi, ce qui règle ma vie, c'est mon emploi du temps. Un peu moins en ce moment, mais avant, tout mon agenda, en fait, je suis obligé de le respecter à 100%. Donc, dès qu'il y a quelque chose dans mon agenda, je sais que j'ai un engagement et je gère par rapport à ça. Sur mes emails, j'ai une politique de zéro inbox. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est quand je bossais à la direction de boîte, je recevais 400 emails par jour. Donc, dès qu'on commence à être confronté à ça, déjà on se dit, bon, un, c'est pas possible. Deux, comment on fait, quoi? Donc, ça m'a forcé à trouver des habitudes. Au secours, ouais, non, mais c'est intéressant, hein, tu vois, intéressant. En fait, je crois que deuxième jour, il y en a 800, si tu vides pas la boîte, ça va vite. Tu rentres d'une semaine de vacances, c'est la boucherie. Non, mais tu peux pas. Puis, ce qu'on dit pas forcément, mais quand vous êtes à la direction de certaines boîtes, en fait, vous avez des vacances, mais vous les avez pas vraiment. Et surtout quand vous êtes dans des boîtes où vous avez potentiellement, quand vous avez beaucoup de croissance, où vous avez potentiellement des gros problèmes qui peuvent arriver, vous êtes toujours disponible. Après chacun j'ai aussi cherché ce type de job, mais en fait vous arrivez, il y a des jobs. C'est quand même quand vous êtes aussi un peu dans l'opérationnel, parce que moi j'étais directeur des opérations, donc en charge des opérations de ces jobs-là. C'est chaud, quoi. Franchement, vous avez une vie, elle est un peu hardcore, hein. C'est peut-être pour ça que je me suis dit que j'allais pas dépasser les 40 ans, là aussi, dans ce type de job-là, quoi. De toute façon, c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire, physiquement, t'allais faire un infarctus. Un infarctus. Non, mais clairement. D'ailleurs, quand je suis parti de cette boîte-là, j'avais des palpitations cardiaques. J'étais pas au top, hein. J'étais pas au top de ma santé, hein. Mais bon, c'était intéressant, je suis très content de l'avoir fait, hein. Mais heureusement que je suis parti, hein. Et ton successeur, d'ailleurs, comment il s'en sort? Il a posé sa démission pas longtemps. Je l'ai recruté, il était très bien, un polytechnicien, très bien. Je pense qu'il a tenu 6 mois. Il a fait 6 mois. Il a fait 6 mois et il n'a pas tenu parce que, après, dans les boîtes, il y a plein de problèmes différents, etc. Mais ouais, elle était bien celle-là. Celle-là, on the fire, quoi. Ah ouais, non, mais là, c'était pas le fire, c'était pas le fire, c'était le fire, quoi. Ouais, okay. En tout cas, il y en avait partout, quoi. Ouais, putain. Ok. Au niveau de... T'as fait tout ça, on est dans la partie plus lifestyle, t'as fait tout ça, donc c'était pour racheter ton temps. Il y avait, hormis ce triptyque de cette femme qui était sur le quai dans le métro, t'avais un objectif, c'est-à-dire tu t'es dit à 40 ans, j'ai pas envie de finir usé, j'ai envie de profiter plus, j'ai envie le jour où j'ai des enfants de les voir grandir. Quel est ton lifestyle, en fait? Quel est ton objectif de vie, toi? Tu dis, j'exclus pas de reprendre un jour un boulot parce que tu penses que tu seras toujours les mains dans le cambouis, ou quelle est ta vision, justement, sur cette deuxième partie-là? Je pense déjà, pour ce que tu as dit au début, c'est très intéressant. Il y a aussi autre chose qui m'a influencé, c'est que j'ai eu la chance de fréquenter vraiment très jeune beaucoup de personnes qui avaient 45, 50 ans, 55 ans. Et en fait, en les fréquentant, je me suis rendu compte que la question financière devenait un sujet et un problème. C'est des personnes qui, généralement, avaient très bien réussi professionnellement, mais à un moment, voulaient arrêter ou se sont fait virer, etc. Et étaient devenus coach, donc tout un univers coach. Et en fait, en échangeant avec elles, je me suis rendu compte que là, aujourd'hui, ça devenait compliqué. Elles étaient obligées de partir de Paris, elles étaient obligées de partir plus loin, et que l'argent, c'était un vrai sujet.
alors qu'à l'origine, c'était pas forcément un sujet pour ces personnes-là. Donc, dès le début, je me suis dit, attends, il y a peut-être, dans la vie, il y a peut-être, quand on fait des études, on nous montre les gars qui sont super beaux, en costume, dans les cabinets de conseil, jusqu'à 35 ans, les 30 ans, là où il y a des enfants, parce que les enfants, généralement, quand même, ça change un peu ça. Et puis après, on nous montre pas trop ceux qui sont après. Et la plupart sont quand même usés. Donc, moi, j'ai eu la chance de les voir. Je me suis dit, oula, il y a quand même un sujet, quoi, aussi. Donc, voilà. Et en ce qui me concerne, attends, je fais un disclaimer quand même. Si parmi les auditeurs, il y en a un qui prend les transports et qui se reconnaît, c'est complètement fortuit. Voilà, on a visé personne et, et il peut venir donner le contre-exemple. Hein. On est disposé. Victor veut bien voir un plus de 40 ans dans un cabinet de conseil qui soit pas usé jusqu'à la corde, mais ah oui, non, mais il y en a. Puis d'ailleurs, il y en a plein. Mes anciens boss m'envoient des messages pour me dire, ouais, alors Victor, comment ça va? Viens moi sur une partie de squash et je vais te montrer où j'en suis, tu vois. Il y en a pas. Il y a pas de problème. Je pense que chacun son truc. Et puis d'ailleurs, tant mieux parce que je pense que heureusement. Oui, heureusement. Moi, je pense malheureusement, j'aurais peut-être pu trouver un job où je me serais dit, OK, le rythme me correspond, je gagne bien ma vie et en fait, pas me poser ces questions-là. Et heureusement, mais je pense que c'est pas mal lié aussi à ma personnalité, je suis allé dans des jobs où finalement, je me suis dit, oula, c'est quand même un peu costaud et je me vois pas tenir. Donc, en fait, c'est d'une de mes faiblesses ou d'un de mes défauts où je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution. Je suis très content de ça parce que peut-être que si j'avais su une autre voie, bon, on sait jamais, mais arrivé à 33 ans, je me serais dit, ah merde, en fait, là, je tiens plus, ou 40 ans, je tiens plus, ou peu importe. Mais en gros, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que globalement, notre objectif, c'est de trouver ce qui nous intéresse, ce qui nous drive. Je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'à un moment, on peut soit avoir un accident, soit être un petit peu plus fatigué, etc., soit avoir besoin de plus d'argent, surtout quand on a des enfants. Donc, il faut quand même préparer ce côté-là. Après, chacun vit sa vie. Tant que la personne est contente dans son format, chacun vit ça. Et en ce qui me concerne, je me vois pas, donc les enfants, oui. Donc, moi, je veux vraiment passer du temps avec mes enfants, ce que moi, j'ai pas forcément eu avec mes parents, qui travaillaient quand même beaucoup. Donc, oui, passer du temps, mais je me vois pas arrêter de faire des projets non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et là, il y en a beaucoup de FIRE d'ailleurs qui sont dans ce cas-là, une fois qu'ils sont FIRE, il y a un moment, OK, donc au début, ça fait très peur, donc la première année. Donc les 6 premiers mois. C'est ce qu'écrivait, je crois, Tim Ferriss, qui dit tu te retrouves comme ça, tu pars en voyage, comment dire, sans stop en fait, où tu te retrouves dans des hôtels pendant que tous tes potes bossent et tu te dis mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Exactement. Tu te dis, alors t'imagines, ça va parce qu'encore tu peux voyager, mais tous ceux qui sont devenus FIRE pendant le confinement là. Il y en a un paquet. Du coup, ils sont restés coincés chez eux, souvent à Paris d'ailleurs. Ils sont restés coincés chez eux. Ils étaient là, c'est bon, j'ai réussi mon truc. Puis ils se disent bon qu'est-ce que je fais maintenant? Ils pouvaient rien faire, donc un peu la cata. On n'explique pas la suite, on explique comment investir, on n'explique pas comment vivre après en étant FIRE. Tiens, il y a un concept là, il y a le livre 2 peut-être, non? Vivre en étant FIRE. Ouais, je pense que ça concerne pas beaucoup de monde, mais on va y aller. Ouais, ça va peut-être pas faire un succès éditorial, ouais. Tu vas vendre 2 exemplaires, enfin quoique, ça dépend parce que mais je pense qu'il y a quand même peu de FIRE qui ont des niveaux de vie. Je pense que ce qui intéresse les gens, tu vois, c'est un peu comme sur TF1, tu vois, il y a toujours cette émission où tu regardes les multimillionnaires qui peuvent louer 36 yachts, etc. Ouais. Je pense que la majorité des FIRE sont pas à ce niveau-là. Ils sont plutôt à se dire, bon, je peux partir quelque part, je peux aller au restaurant, etc. Mais ils vont pas louer un yacht, donc leur vie n'est pas forcément la plus, quand tu les regardes, bon, ils ont pas 36 Porsche, quoi. Donc ça intéresse pas de cette partie-là. Ils ont remplacé leur salaire, mais c'est pas forcément des salaires à 5 chiffres, quoi. C'est-à-dire ils étaient à 2005 peut-être, ou ce qui est déjà un très bon salaire, et ils ont éventuellement ça sans avoir besoin de se lever le matin, mais ça leur permet pas pour autant. Ils ont plus de temps, donc quelque part ils ont reçu plus de sources de distraction et pourraient aussi dépenser plus. Donc il va falloir pour le coup qu'ils contrôlent aussi ça, quoi. C'est-à-dire que ouais. Puis il faut se dire que le temps a une tendance. Le temps c'est fantastique, on peut le compresser, donc faire énormément de choses en peu de temps en s'organisant. En se mettant aussi pas mal de pression potentiellement. Et on peut aussi, il a une tendance à se dilater énormément. Donc là, on l'a vu aussi avec le confinement. Il y a un moment, une journée, si vous allez sur Netflix, si vous regardez des vidéos sur YouTube, ou même vous décidez de monter un meuble et vous avez un problème, en fait, votre journée, vous pouvez, en gros, vous pouvez quasiment rien faire. Une journée, ça passe très, très, très vite. Du coup, il y a un moment, bon, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'ils font, etc. Vous levez, vous faites votre lessive, vous faites votre bouffe, vous prenez le temps pour cuisiner, vous allez prendre un café dans l'après-midi et vous regardez une série, c'est bon, votre journée, elle est faite, en vérité. Donc, il faut peut-être prendre un peu de recul avec ça. Ok.
C'est quoi tes occupations, justement, ton temps libre? Est-ce que tu as encore du temps libre? En fait, est-ce que tu as réussi maintenant à avoir un peu de temps libre? Et est-ce que t'as vu, j'ai pas abordé certaines choses. Il me reste encore des sujets, plein de sujets sur la tête à te poser. Mais c'est quoi quand tu as un peu de temps libre? Qu'est-ce que tu fais? Alors, bonne question. Quand j'ai un peu de temps libre, Les journées pas, je monte un meuble Ikea et ça passe. non, j'essaie d'éviter. Quand j'ai un peu de temps libre, je vois des amis. Je vois des amis, donc soit on prend un verre, soit on déjeune ensemble, etc. Sinon, je me balade dans Paris, ça peut m'arriver. Et sinon, j'échange avec des membres de ma famille. Généralement, c'est ce que je fais sur mon temps libre. Je peux aussi regarder des séries, mais si, je peux regarder des séries, c'est assez rare, mais je peux faire ça. J'essaye vraiment de limiter, en fait. Je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui qu'on vit un peu dans une sphère fermée où finalement on crée un peu le quotidien qu'on veut et avoir les informations qu'on veut. Et moi, consciemment, j'essaie vraiment de me créer une sphère pour essayer de me protéger de plein de choses. Là, on l'a vu avec le confinement. Si on commençait à regarder, par exemple, les infos, on fait rentrer dans notre sphère un peu consciente des choses où on nous dit que c'est la cata, on va tous mourir, on va tous être Hyper morts, etc. anxiogène. C'est anxiogène. Donc, moi, j'essaie de me créer cette sphère-là. Là, aujourd'hui, c'est, je pense, ta question, mon rythme. Alors, en fait, il s'est passé plusieurs choses. Donc, moi, le moment où je me suis dit, OK, c'est bon, j'arrête. Donc, j'avais dépassé mon objectif. J'étais vraiment confortable. Et là, il y a eu tout ce qui était Covid, etc. Voilà. Et du coup, moi, j'ai eu pas mal de petits pépins, comme beaucoup de personnes, j'ai eu des pépins en bourse, j'ai eu des pépins en immobilier. Enfin, j'ai eu des pépins sur mes business. Donc, en fait, tout de suite, je suis reparti. En fait, je suis resté bien. Au début, ça allait, mais en fait, très vite, j'ai dû retourner un peu pour gérer en fait un peu la crise, quoi. Donc, j'ai dû re-rentrer dans des choses non alignées. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Et aujourd'hui, mon rythme, c'est plutôt matinée, je gère des projets, je relance des choses, j'échange avec des failleurs, etc. Et après-midi, c'est champ libre. Donc, je profite de ne pas encore avoir d'enfants et de ne pas avoir d'engagement. D'avoir encore des nuits complètes. Exactement. Ça marche. Justement, ton coworking, par exemple, que tu avais lancé avec le Covid, etc., il y avait aussi le projet de reportage télé avec Harry Roselmack, je crois, sur TF1. Ça sort quand, du coup, pour les auditeurs qui voudraient voir ça et qu'est-ce qu'il en est du projet de coworking? Il est opérationnel, full, tout ça? Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Du coup, aujourd'hui, j'ai deux coworking. Il y en a deux. J'en ai un à Paris, dans le 15e, et j'en ai un autre, c'est là où je suis aujourd'hui, à Ivry-sur-Seine. Le projet avec Harry Roselmack, c'était celui d'Ivry-sur-Seine. Et le micro-documentaire est sorti il y a quelques temps, il y a, je crois, 1 ou 2 mois. Ok, il est disponible où? On mettra les liens, du coup, si... Je vais le retrouver, je pense qu'il doit être disponible sur TF1 Replay. Ok, on Donc on mettra suit... ça. on devait me suivre pendant 6 mois et finalement, vu qu'il y a eu le confinement, tout ça, ils m'ont suivi pendant 1 an, un peu plus d'un an. Donc on suit l'histoire, vous pouvez voir des travaux, vous pouvez voir plein de trucs, des premiers clients et tout. Impeccable. Ça, c'est les deux projets ont été à la hauteur de tes espérances en termes de rentabilité, etc. Tu as communiqué dessus, tu as fait un article là-dessus ou pas du tout? Alors, j'en ai communiqué plusieurs fois dans des meet-up. J'ai pas encore fait d'article. En tout cas, là, concrètement, le coworking d'Ivry, moi, mon objectif de chiffre d'affaires, c'est 330 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et l'année dernière, avec tous les problèmes qu'on a eus, j'ai fait 120 000 euros. Donc, c'est pas tout à fait mon objectif à terme, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça va, ça passe au niveau du prévisionnel. Enfin, je veux dire, par rapport, compte tenu du volume d'emmerde, tu te dis 330, finalement, on va peut-être atteindre l'objectif, effectivement, avec un volume d'enquiquinement moindre. Puis la conjoncture avec la notion de télétravail, etc., c'est quelque chose qui est quoi, favorable plutôt à tes environnements? On parle d'environnement tiers pour le travail, etc. Donc, des coworking comme le tien, j'imagine, sont alignés avec ce genre de nouveau mode de fonctionnement. En fait, ça dépend. Je pense que il y a des éléments un peu macro, mais je pense qu'à la limite, il faut pas les regarder. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme une boulangerie, en fait. Au stade où j'en suis, c'est un peu des boulangeries. Même si demain, vous avez, je sais pas, les Français mangent 20% de moins de pain, etc. Et c'est les nouveaux chiffres. Disons que c'est ça les statistiques un peu macro. En fait, si vous avez une boulangerie qui fait du bon pain dans un quartier où finalement les gens continuent à manger du pain, en fait, vous n'êtes pas du tout impacté par ça. Donc moi, je suis plutôt vraiment micro et je pense qu'à un moment, il faut faire attention à ces données vraiment macro. On regarde et on se dit, ouais, il y a une tendance, etc. Faut y aller. Je pense qu'il faut revenir à des trucs plus basses. Les facteurs sur le coworking, il y a plusieurs choses. Quand même, sur tout ce qui est région parisienne, au plus fort du confinement, il y a 600 000 Parisiens qui sont partis.
2, il y a quand même une tendance où Paris se vide. Donc chaque année, je crois que c'est 200 000 personnes qui s'en vont de Paris. Donc c'est quand même énorme sur une population qui est de 1,6 million, 2 millions de personnes. Il y a une tendance, 74% des personnes, des cadres veulent quitter la région parisienne, et normalement c'est 54%, et ça c'est globalement stable toutes les années. Donc quand on regarde tous ces chiffres-là, moi je me dis zut, qu'est-ce qui se passe? Bon, concrètement, en plus moi je loue beaucoup de salles de formation, des organismes de formation où là il y a eu énormément d'avancements sur tout ce qui est e-learning, etc., ou formation à distance. Donc en fait il y a plein de facteurs dans tous les sens. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à un moment, il faut revenir à quelque chose de plus. Enfin, moi, je suis petit. Voilà, j'ai pas, par exemple, je suis pas Gaumont, quoi. Donc, j'ai pas toutes les salles de ciné. Enfin, une grande part du marché des salles de ciné. Moi, je suis plus petit. Je me dis, ok, les clients que j'ai aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent continuer? Est-ce que j'en aurai d'autres qui voudront continuer? Et est-ce que ça va marcher? C'est comme si demain vous faites une colocation où vous achetez un immeuble dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de personnes. En réalité, si vous avez 4 appartements, il vous faut 4 clients. Du coup, c'est pas parce que la population de la ville a fait moins 10% pour X ou Y raison sur 3 ans, c'est pas grave. Si vous, votre appart, vos apparts sont sympas, votre immeuble correspond à un certain type de client, ça va. Donc c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu. Je pense qu'il faut. On a tendance à. Ouais, faut relativiser. Et je pense que après, faut être flexible sur ces projets aussi. Là, par exemple, mon projet immobilier d'Ivry-sur-Seine, c'est 650 mètres carrés. Il y a plusieurs étages, des salles, des bureaux. Et est-ce qu'à terme, il ne faudra pas faire moins de salles, plus de bureaux? Enfin, faut s'adapter. On est dans un monde qui bouge. Moi, je suis très loin des objectifs que j'avais. Je pensais atteindre mes objectifs vraiment très, très rapidement. Et j'avais plusieurs raisons, parce qu'en fait, j'avais déjà des clients qui voulaient venir à Ivry-sur-Seine. Donc, j'avais un peu triché. Et là, par contre, ouais, je suis très, très loin de mes objectifs là-dessus. Mais c'est tant qu'il y a la trésorerie et que vous êtes capable de faire face aux obligations, ça fonctionne, surtout sur des projets comme ça. D'accord, c'est vraiment aussi le conseil, c'est-à-dire qu'il faut jouer dans sa catégorie. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas aller chercher. T'es allé sur des projets comme ça parce que tu avais la maturité, que tu avais une expérience et que tu avais des fonds qui te permettaient d'aller sur ce genre de projet aussi, quoi. Oui, on ne vous laissera pas, et heureusement. C'est des garde-fous quand même. Ouais, non, parce qu'on peut toujours tricher, mais là, sur un projet, là, c'est un projet à 3 millions d'euros, quoi. Donc, sur un projet à 3 millions d'euros, quand vous remboursez, le coût de l'immeuble à l'année, ça va être 150 000, avec toutes les autres charges, etc. On ne vous laissera pas aller là si vous n'avez pas une trésorerie assez importante, etc. Et d'où vous vient ce savoir-faire? C'est moi, tout ça, ça me vient d'avoir commencé tout petit. Ou sinon, ça peut vous venir parce que dans votre métier, vous êtes responsable de projet et vous gérez un projet à, je sais pas, 5 millions d'euros pour des clients. Là, ok, vous avez l'expertise. Quoique, quand c'est pour des clients, c'est pas votre argent. Hein. Donc, c'est quand même différent. Parce que quand c'est votre argent et que vous payez des travaux, je sais pas, 200 000 euros, 300 000 euros, et qu'en plus, la banque, là, situation compliquée, elle vous suit pas, vous les payez cash. Et que les travaux, les mecs prennent un peu de temps, là, c'est différent. Quoi. Donc, différentes sensations. Ouais, c'est clair. Super. Écoute, Victor, encore merci pour ce podcast, cette interview et pour le temps que tu nous as accordé. On mettra bien sûr les liens dans le descriptif de comment les gens peuvent te voir, te contacter, te retrouver, etc. Et puis, n'hésite pas à venir nous partager les prochaines étapes et les prochaines actualités de tes aventures. Merci, Patrick. À bientôt. Ciao. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.